Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde s'est exprimé ce mardi du haut de la tribune du premier sommet pour le climat de Nairobi. Dans son allocution, le Premier ministre a présenté à l'assistance les diverses potentialités que regorge la République démocratique du Congo afin de répondre véritablement aux défis climatiques mondiaux. La direction générale de l'IGF a échangé ce mardi 5 septembre avec une délégation de sénateurs et députés de la République française conduite par la vice-présidente du Sénat français. Cette mission est allée s'enquérir de la réalité de la lutte contre les détournements de deniers publics et la corruption que mène l'inspection générale des finances. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis les entrepreneurs qui œuvrent dans le secteur de la sous-traitance dans la province du Kasaï oriental se sont entretenus avec le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katam Kachal. Ces derniers sont allés lui faire savoir leur reconnaissance face à son combat en leur faveur. Ils ont également exposé les difficultés qu'ils éprouvent. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et une délégation congolaise sont arrivés dans la nuit du 4 au 5 septembre à Nairobi, au Kenya, pour participer au premier sommet africain pour les climats. Dans la suite de sa délégation, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, ces derniers représentent le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à ce forum consacré au climat avec mission de faire valoir la RDC comme pays solution. Fulgence Milay pour les détails. Arrivés au tarmac de l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, et les autres Congolais ont été accueillis par l'ambassadeur de la RDC au Kenya, John Nyaki Ruyulunga. C'est là tout juste, avant de prendre la direction de l'hôtel où il a fallu soulever les livres d'or, comme le recommande la tradition, à l'occasion de son passage dans la capitale kenyane. Cette rencontre sur les climats est une opportunité pour la République démocratique du Congo de se prévaloir et comme pays solution dans la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique. À savoir, la RDC dispose d'énormes potentialités en biodiversité et ressources naturelles, pouvant aider les continents et les mondes à faire face aux défis du dérèglement climatique beaucoup décriés. Les représentants de chaque pays débattront autour du thème promouvoir la croissance verte et les solutions de financement de l'action climatique pour l'Afrique et le reste du monde. Ce sommet africain pour le climat devra aussi parvenir notamment à une déclaration commune de Nairobi à présenter lors de la COP28 prévue fin novembre et début décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Du haut de la tribune de ce premier sommet africain pour les climats, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde s'est exprimé ce mardi 5 septembre. Je l'ai dit au sommaire de ce journal. Dans son speech, le patron du gouvernement congolais a présenté à l'assistance les diverses potentialités que regorge la République démocratique du Congo pour répondre favorablement aux défis climatiques mondiaux. Écoutez. Ce sommet offre à mon pays l'opportunité de répondre aux attentes que le monde se fait. La problématique du climat. Comme on ne se sera jamais le dire, la République démocratique du Congo se présente dans ce contexte comme un pays de solution. La République démocratique du Congo a résolu de produire à travers son système hydrologique de 100 MW pouvant alimenter l'Afrique et une partie de l'Europe, sans compter sur sa jeunesse, sa main-d'œuvre est aussi un grand potentiel. Mais comme le président Couture l'a dit ici tout à l'heure, le potentiel africain, il est connu. Ici, il est question de transformer ce potentiel. Dans la République démocratique du Congo, 3 ingrédients indispensables sont importants. La volonté, la solidarité et la détermination. La volonté, à travers le respect des engagements que nous prenons, particulièrement les pays pollueurs, ce qui concerne la taxe carbone, comme convenu lors de la COP 15. La volonté sur les financements innovants, les économies vertes, tel qu'échangé lors du sommet de Paris dernier. La volonté sur les investissements sur l'énergie, le développement des chaînes de valeur ici en Afrique, il sera avec une réponse à l'emploi, à nos jeunes.
Bien avant son envol pour Nairobi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé le lundi 4 septembre avec une délégation de parlementaires français, consolidé l'amitié de la France avec la République démocratique du Congo et analysé les opportunités d'affaires en fait partie des sujets abordés. Ils sont venus témoigner de l'amitié de la France à la République démocratique du Congo. Ces 8 parlementaires français, conduits auprès du chef du gouvernement par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, ont circonscrit l'objet de leur visite, qui repose entre autres sur l'analyse des opportunités d'affaires, ce au profit des populations de 2 pays respectifs. À l'issue de leurs échanges, Bruno Fuchs s'est exprimé au nom de la délégation tout en saluant au passage l'attention particulière qui leur a été accordée par Jean-Michel Sama Lukonde. Écoutez, on a eu des échanges extrêmement riches sur un grand nombre de problématiques. La première des informations, c'est qu'on a renouvelé, et c'est très important, l'amitié qui lie les 2 peuples. Nous sommes venus en délégation très nombreuse, de 8 parlementaires, pour au contraire montrer à quel point nous voulons renforcer, régénérer, reconstruire, développer la relation entre les 2 pays. Et donc après, une fois qu'on a dit ça, qui est quand même le socle principal et essentiel de notre présence ici, nous avons commencé à envisager les différents sujets sur lesquels on pouvait contribuer au développement de la vie économique, de la vie culturelle, des infrastructures, de la vie énergétique, du développement durable du Congo, surtout, et c'est ça qui nous importe, nous sommes des élus du peuple, au bénéfice des populations. Mais également, il a souligné l'intérêt capital que représente la RDC dans l'énorme défi environnemental. Et puis, bien sûr, les questions d'environnement, car aujourd'hui, à l'échelle internationale, on ne peut pas exploiter des hydrocarbures sans avoir un très très fort impact et règles et normes pour garantir les questions d'environnement. Et on sait que le Congo est un des poumons essentiels de la planète en termes de captation de carbone. Et donc ça, il faut le préserver. Et c'est ça qu'on a vu ce matin au ministère. Il importe de signaler qu'avant leur rencontre avec le Premier ministre congolais, cette délégation de parlementaires français s'était entretenue avec le ministre des Hydrocarbures, mais a aussi échangé avec le président du Sénat, Bahati Lukwebo. Autre chose à signaler dans ce journal, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a reçu le lundi 4 septembre dans son cabinet de travail une délégation de la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement en mission à RDC. L'objectif de cette délégation était de faire savoir sa mission d'évaluation des dispositifs institutionnels visant à promouvoir la politique de la concurrence et la protection des consommateurs en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, encourage le renforcement de la politique de la concurrence et protection des consommateurs en RDC. Le VPM de l'économie a échangé sur la question avec une délégation de la Conférence des Nations Unies sur les commerces et les développements en mission en RDC et la Commission nationale de la concurrence. Cette délégation conduite par Yves Kenfak a fait part au vice-premier ministre en charge de l'économie l'objectif de sa mission en RDC qui est l'évaluation des dispositifs institutionnels et réglementaires visant à promouvoir la politique de la concurrence et la protection des consommateurs. Nous venons de faire le point sur la mission d'évaluation que j'ai conduite ici la semaine dernière. Il fallait partager avec le vice-premier ministre le résultat de nos échanges avec les différentes parties prenantes que nous avons rencontrées et confirmer notre engagement pour les missions que nous allons réaliser en vue de développer et consolider les dispositifs institutionnels et réglementaires pour promouvoir la concurrence dans votre beau pays. Après cette mission d'évaluation, nous allons proposer au gouvernement de la République démocratique du Congo un programme d'assistance technique triennale qui comprendra toutes les activités pertinentes dont nous avons discuté l'importance avec les responsables de l'autorité de concurrence et les autres parties prenantes. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale dut s'engager à soutenir les secrétariats de la concurrence et le développement dans les différentes actions qui seront menées pour promouvoir la concurrence et la protection des consommateurs en RDC.
La direction de l'inspection générale des finances a échangé ce mardi 5 septembre avec une délégation de sénateurs et députés de la République française, conduite par la vice-présidente du Sénat français, qu'accompagnait le ministre des Hydrocarbures en tant qu'interface du gouvernement congolais. Cette mission est allée s'enquérir de la réalité de la lutte contre les détournements de deniers publics et la corruption que mène l'IGF sous la houlette du président Félix Tshisekedi depuis son avènement au pouvoir. Regardez. Au cours de ces discussions, la direction de l'IGF a présenté un tableau éloquent des réalisations de la RDC en matière de la répression des antivaleurs dans la gestion publique. Nous avions présenté l'état des lieux de la corruption et des détournements en 2020 quand ce travail a commencé, quand les chefs de l'État donnaient des instructions, les stratégies en place, les missions accomplies et les résultats réalisés à ce jour. Et nous avons également donné les perspectives d'avenir, qu'est-ce que l'inspection générale des finances compte faire sous la houlette de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour continuer ce travail de lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Le chef de la délégation française, Bruno Fisch, a loué à son tour cette initiative qui, selon lui, la présentation faite par le numéro 1 de l'IGF leur a permis de comprendre clairement les politiques mises en place par la RDC dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. D'avoir eu un discours extrêmement clair, extrêmement transparent, et donc ça nous permet, nous, de voir très clairement quelles sont les politiques publiques qui sont liées, notamment celles liées à la corruption et recouvrement de détournement de fonds publics. Et je dois dire que si un pays veut évoluer vers l'attractivité d'investisseurs, il doit avoir des politiques publiques claires, il doit avoir des politiques fiscales claires, il doit avoir une sécurité juridique et fiscale claire pour qu'il soit attractif et pour que les investisseurs, les industriels viennent ici développer un pays qui est extrêmement riche et qui n'attend que des partenariats nouveaux avec des entreprises et des pays qui viennent développer le pays au bénéfice des Congolaises et des Congolais. En séjour à Kinshasa, les 8 parlementaires français ont visité le ministère des Hydrocarbures, le Parlement congolais, la centrale électorale et l'inspection générale des finances. À la une de l'actualité, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, et le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, ont co-animé le lundi 4 septembre 2023 une conférence de presse à propos principalement de la rentrée scolaire 2023-2024. Constat, la rentrée a été effective dans une bonne partie du pays. Dans son allocution, le ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba a rassuré de l'effectivité de la rentrée scolaire 2023-2024 sur l'ensemble des 60 provinces éducationnelles, tout en soulignant la non-effectivité de la rentrée scolaire dans certaines villes, dont Goma et Tukapa, mais également la sous-division Massissi 3 pour des raisons d'ordre sécuritaire. La date du 4 septembre a été respectée pour la rentrée scolaire, donc fini donc les vacances. La rentrée scolaire est effective sur toute l'étendue du territoire, sinon dans les 60 provinces éducationnelles. Et elle a été lancée ici à Kinshasa par nous-mêmes, en province, soit par le gouverneur, les ministres provinciaux ou bien l'administrateur du territoire. Il y a des coins comme Goma par exemple, les élèves n'ont pas pu regagner les écoles à cause de la journée ville morte qui a été décrété par la société civile. À Chikapa, une très forte pluie s'est abattue ce matin, empêchant donc au blé blanc de regagner les parcours scolaires. Dans le Nord Kivu 3, on a signalé que les parents de la sous-division Massissi 3, sous occupation du M23, ont refusé d'envoyer les enfants à l'école, tout simplement par peur de voir leurs enfants être enrôlés par les forces des rebelles ou des terroristes qui sont sur place, dans une façon pour la population de dire non à ces mouvements rebelles. Il s'est de rappeler que sur la question du mécanisme pour une année 2023-2024 reçue, ce dernier a assuré que le ministère de l'EPST mettra en place des techniques pour un recrutement des enseignants sur base des concours. Au cours de la même rencontre avec le média, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique est revenu sur la question liée à la disparité salariale des enseignants en RDC. Pour ce dernier, les enseignants ont le même salaire de base, sauf que le quota sur les primes de transport et de logement varie, et cela en tenant compte des réalités de chaque zone. On l'écoute dans cet extrait. La question des disparités salariales, on en parle toujours.
mais on a déjà eu l'occasion, sur ces plateaux et même ailleurs, d'indiquer qu'au niveau de l'EPST, les enseignants ont tous un même salaire, et les salaires de base. Ce qui différencie les disparités, c'est au niveau des primes des transports, mais aussi des indemnités de logement. Lorsqu'on est, par exemple, à Kwamutu, on n'est pas confronté au même taux de logement que lorsqu'on est, par exemple, en pleine ville de Kinshasa ou en pleine ville de Lubumbashi. Donc, les salaires de base est le même, mais la différence, c'est au niveau des indemnités de logement et de transport. Alors, cette question avait soulevé vraiment des débats entre les bancs syndicales et les bancs gouvernements. L'année passée, à Mbouela, tous les enseignants qui sont dans les territoires ont aussi protesté pour dire qu'ils aient ces indemnités un peu plus élevées que les autres, parce que nous aussi, nous sommes en brousse, nous souffrons, nous connaissons aussi des difficultés qui sont appropriées à la brousse. Pour régler la question, le gouvernement a donné ce qu'on a appelé la prime de la brousse à tous les enseignants qui sont dans les territoires, et c'est une prime de 50 000 francs par enseignant pour compenser effectivement cette disparité-là. Donc, les entrepreneurs qui œuvrent dans la sous-traitance, plus précisément dans la province du Kasaï oriental, sont allés à la rencontre du directeur général de l'ARSP. Objectif, lui faire savoir leur reconnaissance face à son combat en leur faveur. Ils ont également exposé les difficultés qu'ils éprouvent jusqu'ici. Ce collectif qui réunit en son sein différents entrepreneurs sous-traitants évoluant dans les Grands Kasaï est venu à la rencontre du directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance, Miguel Katem Kachal, pour lui témoigner leur reconnaissance par rapport au travail remarquable qui là-bas, dont l'impact s'est fait déjà sentir au centre du pays. C'était pour présenter nos civilités et aussi remercier les DG du fait que nous a fait participer à la vision de l'ARSP par rapport au projet de développement dans le Grand Kasaï, où l'ARSP est en train de nous assister, de nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Si vous arrivez maintenant là, vous allez voir déjà la différence de projets que nous avons sur place, où vous voyez l'impact de la vision du chef, surtout nous, entrepreneurs congolais, local, avec le main-d'œuvre local, où nous avons participé à l'exécution de ces projets. Définitivement, la vision du chef de l'État est en train de se manifester dans le Grand Kasaï. Nous nous réjouissons du fait que maintenant, avant on évoluait en ordre dispersé, mais il est en train de nous organiser et cette impulsion va nous aider à mieux actionner les actions que nous allons poser sur le terrain. Maintenant, nous avons des autorisations et une couverture nationale qui nous permet d'être structurés, voir l'interface qui est en face de nous, c'est-à-dire les structures qui exploitent nos minéraux, mais qui n'ont pas le droit d'aller sur le terrain pour exécuter les différents travaux à caractère social. Mais à ce moment, grâce à l'ARSP, nous avons des attestations qui nous donnent l'autorité et le pouvoir de pouvoir exercer la sous-traitance dans notre propre pays pour le bien-être de nos populations. Ils ont par la même occasion énuméré un certain nombre de difficultés dans leur travail des sous-traitants, tout en sollicitant l'accompagnement du DG de l'ARSP pour qu'ils portent leurs doléances, notamment auprès des structures qui sont dans les circuits de gestion des finances des projets exécutés par les sous-traitants congolais. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, a échangé avec le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, le lundi 4 septembre 2023. La mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo avec la consolidation de la protection des industries locales congolaises qui va désormais bénéficier de l'appui de l'ARSP était au cœur de la rencontre. C'était une très bonne réunion, discussion que nous avons eue avec son Excellence Monsieur le ministre de l'Industrie. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu les chefs de l'État qui étaient à Maluku dans la zone industrielle afin de pouvoir encourager l'industrie locale. Et vous voyez que les chefs de l'État fait de l'économie de notre pays son cheval de bataille. Nous avons échangé premièrement sur les industries qui vendent aux sociétés principales. Entre autres, il y a les sociétés qui produisent des big bags ici en République démocratique du Congo. Il y a des sociétés qui produisent HDP pipe, des tuyauteries, qui sont produits en République démocratique du Congo. Sur leur cotation, ils ajoutent la TVA.
Ce qui fait que d'office, ils deviennent un peu chers par rapport aux sociétés étrangères parce que les sociétés étrangères facturent en DAP. Et lorsqu'ils facturent en DAP, il n'y a pas la TVA. Ce qui fait que deux fois, les sociétés principales pensent que les industries ici en RDC sont chères par rapport aux sociétés étrangères. La deuxième préoccupation aussi, nous avons échangé sur les entrepreneurs d'Mbujimai qui sont venus me voir par rapport à tous les travaux de construction qui sont en train d'être effectués sous les financements du FPI. Il se fait que ces entrepreneurs préfinancent les travaux. Bien sûr, lorsqu'ils préfinancent ces travaux, ils prennent aussi des prêts à la banque. Ce qui fait que des fois, ils sont payés en retard par le FPI et ce qui fait que tous leurs bénéfices est absorbé par les intérêts. Donc, nous avons échangé avec le ministre sur cette question et c'est une question d'ailleurs qu'il a dit qui doit être résolue. En mission officielle qui s'étale jusqu'au 8 septembre prochain en République démocratique du Congo, le commissaire européen à la justice Didier Reynders a échangé le lundi 4 septembre avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, accompagné de ses deux vice-présidents. L'accompagnement du processus électoral par l'Union européenne était la principale question de la rencontre. On écoute Didier Reynders dans ses propos. Nous avons évidemment parlé du processus qui est devant nous. Je dirais qu'il y a deux points qui nous intéressent tout particulièrement dans l'observation des élections. C'est d'une part la manière dont les listes électorales vont être communiquées aux citoyens pour que les citoyens puissent vérifier leur présence et la correction de ces listes. Et l'autre élément, c'est la manière dont les résultats vont être publiés. On sait que l'intention est de publier les résultats par bureau de vote, mais le tout est de voir de quelle manière. Je pense que la CENI aura l'occasion encore d'expliquer cette évolution de la situation avec les différents partenaires internationaux qu'elle rencontre régulièrement. Et nous allons être très attentifs à cette situation parce que je suis évidemment très favorable à l'idée que l'Union européenne participe au processus à travers sa propre observation. Et donc ça, ce sera à régler dans les prochaines semaines. L'engagement est très clair, en tout cas, d'avancer vers une présentation de l'ensemble des listes électorales dans les délais qui sont prévus par la loi. Donc je pense que dans la fin du mois d'octobre, si les délais sont maintenus, ce que je crois, on aura cette possibilité pour les citoyens de vérifier leur présence dans de bonnes conditions sur les listes électorales. C'est un contrôle important dans tout système démocratique, que chaque citoyen puisse être sûr qu'il a été pris en compte dans les listes électorales correctement. Et puis, il faudra maintenant que la discussion se poursuive sur la manière, je le répète, dont on va publier les résultats. On sait que l'ambition, c'est de publier les résultats par bureau, mais le fait-on au fur et à mesure où les résultats arrivent, le fait-on localement, tout ça va devoir être évidemment établi, mais je crois que le président de la CENI est déterminé à assurer que les élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, c'est notre ambition aussi du côté européen d'accompagner le processus. Il y a un véritable enjeu de crédibilité des élections. Il ne suffit pas qu'une élection ait lieu, il faut évidemment qu'il y ait une confiance dans le processus et dans les résultats. Et je sais que c'est un travail très très difficile dans un pays particulièrement vaste, dans lequel ne fût-ce que l'enrôlement des électeurs est un enjeu très très difficile. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Débutons avec la prospérité qui titre sa une. Au CC, le DG Étienne Chimanga évalue l'avancement des travaux de l'agence de Maluku. Le journal écrit « Profitant de sa participation à la cérémonie d'inauguration de la première usine de transformation dans la zone économique spéciale des Maluku, à Kinshasa en République démocratique du Congo, présidé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le directeur général de l'Office congolais des contrôles, Étienne Chimanga Mutombo, a effectué une visite sur le site où est érigé le bâtiment qui abritera les différents services de grands établissements publics. Le journal souligne, lancé depuis le 16 décembre 2022, le travaux de construction de ces gigantesques bâtiments touche aujourd'hui à sa fin. La visite d'inspection du numéro 1 de l'OCC a permis à ces derniers de se rendre compte de l'avancement des travaux. À ces jours, tous les travaux sont presque terminés, il ne reste que quelques travaux d'embellissement de l'immeuble. Le confrère poursuit, sauf changement de dernière minute, l'inauguration de ces bâtiments modernes pourra intervenir à la fin de ces mois de septembre
2023. Il s'est dénoté que la Direction générale de l'Office congolais des contrôles, qui a dans sa vision la modernisation des infrastructures et profitant de la création de cette zone économique spéciale de Maluku, le directeur général tient à revaloriser l'image de l'Office en construisant un bâtiment d'une de cette grande entreprise d'évaluation et de conformité de la République démocratique du Congo. Terminons cette revue de presse avec le groupe L'Avenir qui titre à sa 5e page « LCS lance un nouveau chapitre de la coopération école-entreprise ». Le journal note récemment, le Lab Copper Smelter, filiale du groupe China Non-Ferrous Metal Mining Group, a activement invité les professeurs et les étudiants des universités locales à participer à la journée porte ouverte de LCS afin de promouvoir la coopération école-entreprise. 66 personnes composent les professeurs et étudiants de l'université de Kolwezi qui ont visité l'usine de LCS en groupe. Le journal poursuit, durant la visite, le responsable de chaque département de LCS ont patiemment et soigneusement présenté aux professeurs et étudiants en visite l'ensemble du processus de production de l'usine LCS et les fonctionnements spécifiques de chaque atelier. À la fin de la visite, les professeurs de la délégation ont déclaré que c'était un grand honneur pour eux de visiter sur le terrain LCS d'une part et d'autre part que cela compensait le manque d'expérience pratique aux universités locales et qu'ils espéraient que d'autres opportunités pourraient être créées à l'avenir pour réaliser ce type d'interaction entre les universités et les entreprises en collaboration avec LCS. L'université de Lubumbashi et de Kolwezi ont indiqué qu'elles redoubleraient d'efforts pour coopérer avec LCS dans le domaine de l'emploi des diplômés et de la coopération université-entreprise et que, grâce aux efforts des deux parties, elle fournira à LCS les diplômés locaux de haut niveau, plus nombreux et de meilleure qualité. Fin de cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, mesdames et messieurs, je vous rappelle les principaux titres. Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde s'est exprimé ce mardi du haut de la tribune du premier sommet pour le climat de Nairobi. Dans son allocution, le Premier ministre a présenté à l'assistance les diverses potentialités que regorge la République démocratique du Congo afin de répondre véritablement aux défis climatiques mondiaux. La direction générale de l'IGF a échangé ce mardi 5 septembre avec une délégation de sénateurs et députés de la République française conduite par la vice-présidente du Sénat français. Cette mission est allée s'enquérir de la réalité de la lutte contre les détournements de deniers publics et la corruption que mène l'inspection générale des finances. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis les entrepreneurs qui œuvrent dans les secteurs de la sous-traitance dans la province du Kasaï oriental se sont entretenus avec le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Katem Kachal. Ces derniers sont allés lui faire savoir leur reconnaissance face à son combat en leur faveur. Ils ont également exposé les difficultés qu'ils éprouvent. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.